José Legault, Émilie Nicolas, Christian Dufault, bonsoir. 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 Bon, ça va être long, cette négociation-là, cette renégociation-là. Monsieur Greer, vous l'avez entendu plus tôt dans l'émission, on ne va pas refaire jouer ça, mais il dit essentiellement, avec le Canada, bon Dieu que c'est compliqué, puis avec le Mexique, ça roucoule, les petits oiseaux et tout ça. Tour de table rapide. Mme Blais, c'est intéressant, dit attention, M. Roy, là, c'est une stratégie, là, ils veulent s'entendre d'abord avec le Mexique pour mettre de la pression sur le Canada. Où on en est dans votre analyse de cette renégociation-là qui sera compliquée, José? Oh, bien, si je savais ça, mon Dieu, je serais riche. Je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant dans tout ce qui est en train de se développer, c'est justement cette possible stratégie américaine du diviser pour régner, hein, diviser le Mexique et le Canada, négocier avec le Mexique en premier. Pas nécessairement, ça aussi, c'était intéressant pour réécrire la CA, mais pour avoir peut-être un protocole adjacent. Ensuite, l'administration Trump va se tourner vers nous. On n'est pas nécessairement pressé, je pense. Je pense qu'il y a vraiment... Les Canadiens n'ont pas le choix. C'est Mark Carney qui va continuer d'être l'interlocuteur principal. Il faut espérer que dans les coulisses, lui et son équipe vont réussir quand même en bout de piste à arracher ou négocier un protocole qui ne fera pas trop de dommages à l'économie canadienne. Oui, parce que je demandais à Louise Blais, en 2 mots, je lui demandais est-ce que la stratégie Carney fonctionne si les Américains sont encore tant de mauvaise humeur. Elle dit qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on entend publiquement puis ce qu'on entend privément dans tout ça. Émilie Nicolas, c'est un processus complexe. C'est une grosse partie de carte, là. Bien, c'est une grosse partie de carte, puis il y a une partie qui se règle dans les négociations, puis il y a une partie qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que, comme José l'a dit, il y a la partie divisée pour mieux régner, mais il y a aussi la stratégie d'attendre l'horloge, essentiellement de jouer l'horloge pour essayer de faire des points politiques. On s'en va en élection de mi-mandat cet automne. Donald Trump est peu populaire. Il cherche des manières de pointer des ennemis extérieurs, de rallier les Américains. Le problème avec le Canada, bien sûr, c'est que quand on voit dans les sondages, il y a une partie même de la base républicaine qui ne suit pas trop quand Donald Trump nous attaque, nous. Mais je pense pas que ce soit un hasard qu'il y ait quand même ces renégociations-là en cours d'un côté, puis d'autre part, un renouvellement du discours sur le 51e État. On cherche à nous picosser en bon français, là. Cherche à avoir une réaction. Puis à partir de là, faire des points d'une manière qui n'a rien à voir avec l'économie. Je pense que c'est vraiment une question d'humeur politique à la Maison-Blanche. On parle de l'Iran, de Cuba, du Canada dans la même journée. Je pense que nous, on le voit à vol d'oiseau. Là, c'est vraiment plus ça qui est en train de se passer. Bon, parce que Christian, je ne sais pas si vous avez entendu Louise Blais qui a dit avec l'ambassadeur, au contraire, en privé, il s'est dit plutôt ouvert, puis il comprend. Les Américains ont encore des irritants. Puis on en parlera dans une seconde. M. Carney vient d'en enlever un. Ne va pas augmenter la taxe sur les géants numériques, donc à 15 comme le CRTC l'avait recommandé. Donc, on marche sur des œufs, Christian. Un autre recul, en fait, sur la taxe Netflix. J'ai beaucoup de respect pour Mme Blais, mais je ne pense pas qu'elle puisse dire tout par définition. Quand j'entends, en fait, les comptes rendus de ces rencontres-là, moi, je pense à la chanson de Dalida et d'Alain Delon. Parole, parole, parole. Que croire? Qui croire? Donc, il ne faut pas attacher trop d'importance, je trouve, à ces paroles-là. Une chose qui semble assez évidente, c'est que les États-Unis de Donald Trump ont gardé une dent contre Mark Carney. Je pense que l'ombre de Davos, le fameux discours de Davos, n'a pas été totalement oublié par M. Carney. Quand il fait la distinction entre le Mexique et le Canada, il y a un côté vindicatif. Il y a un côté agressif, le 51e État revient. Pour le reste, on est dans les supputations. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça se passe le mieux possible. Mais le vrai test pour M. Carney, qui est au sommet de sa popularité, je voyais là, qu'il y a 50 des Québécois. Attendez, je vais vous décrire ça dans quelques secondes. Philippe J. Mais est en coulisses. Oui, mais le vrai défi quand même, il a été élu parce qu'il était capable, en fait, de confronter M. Trump, de négocier avec M. Trump. Rappelons que le travail reste à faire. Alors, a-t-il eu raison de reculer sur l'augmentation de la taxe numérique qui était recommandée par le CRTC de 5 à 15 échange à la Chambre des communes?
Au jour 2 des négociations sur le CEUM, le gouvernement demande déjà au CRTC d'abandonner la hausse de 15 à 15 des redevances exigées aux grandes plateformes de diffusion en ligne comme Netflix, Disney ou Prime. Est-ce que le premier ministre sait qu'il est censé défendre la culture et non la marchander? Qui paie les redevances des streamers? Monsieur, madame, tout le monde. OK? Avec les frais de streaming. Ça, c'est la vérité. Alors, nous avons choisi, dans une période que nous concentrons dans le pouvoir d'achat, de rendre entier les secteurs culturels et de mettre l'accent sur la mobilité pour tous les gens. Tour de table là-dessus. Est-ce qu'il a eu raison de reculer de manière pragmatique là-dessus? Il va financer un 600 millions pour compenser ce qu'aurait produit la taxe pour la production culturelle. Émilie? Bien, c'est parce que c'est la deuxième fois qu'on voit ce type de raisonnement-là, exactement le type de raisonnement qu'il vient d'avoir. La dernière fois, c'était sur la question de la taxe sur l'essence, là. C'est-à-dire que le gouvernement s'empêche d'avoir des revenus en normalisant la logique selon laquelle si on taxe les entreprises, elles vont refiler le prix aux consommateurs. Et donc, essentiellement, on subventionne les produits, les profits des multinationales à même les revenus des coffres de l'État. Puis Mark Carney est tout à fait à l'aise avec cette logique-là. Après, là, ça va ensuite dans une perspective, comme on le disait, de négociation avec les États-Unis, où les grandes entreprises de télécom se sont collées sur la Maison-Blanche. On le voit même au niveau du contenu, là, la purge qui s'est faite des animateurs vedettes qui ont été renvoyés du côté des États-Unis, les limites à la liberté d'expression. Donc, il y a vraiment une alliance entre les execs des grandes compagnies de médias et la Maison-Blanche. Et puis, ça force un recul de la souveraineté canadienne sur les enjeux culturels. Donc, c'est quand même particulier qu'on soit en train de normaliser cette logique-là, mais c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que j'espère qu'en bout de piste, on le fait parce que on s'imagine qu'on va faire des gains, mais ce qu'on est en train de faire, c'est juste, un, de limiter les dégâts, mais deux, aussi avec un premier ministre pour qui, franchement, la logique, comme je viens de le dire, là, on va taxer moins les entreprises parce que sinon, c'est normal que l'État se coupe de revenus puis que les consommateurs soient pris là-dedans. Ça, par contre, c'est pas une question de négociation avec les États-Unis, c'est juste que Mark Carney croit, puis il nous l'a dit déjà dans plusieurs projets politiques. Oui, oui. Les deux vont de pair. Vous dites ce qu'ils pensent profondément et enlever en plus un irritant dans cette négociation. Josée, voilà. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne sais pas ce que les grands esprits qui négocient pensent qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils ont raison, mais je pense que le problème, c'est que le gouvernement canadien est en train d'essayer de nourrir les requins qui sont devant lui en espérant qu'ils ne vont pas venir lui arracher le bras. Et ça, c'est troublant. C'est dérangeant. Ce sont en effet des multinationales multimilliardaires. Alors pourquoi est-ce que les contribuables canadiens et québécois devraient casquer pour envoyer cette espèce de chair à canon là, pour essayer de calmer la Maison-Blanche? Moi, je trouve ça très troublant. Quand on sait que les industries culturelles au Québec et au Canada crient famine, en plus, non. Moi, je pense pas. Écoutez, on sait que M. Carney, dans les sondages, est en voie d'être canonisé, là, donc ça lui coûtera probablement pas très cher en intention de vote. Mais sur le fond de la question, c'est troublant. OK. Christian, qu'en pensez-vous? Bien, je pense que M. Carney, on a salué son pragmatisme. Je suis un de ceux qui le fait. Mais là, il faut forcer de constater qu'il cède. Je ne vois pas un dossier où il a tenu son bout jusqu'à un certain point. Il y a un énorme décalage, en fait, entre les beaux discours puis ce qu'il fait concrètement. On a l'impression que, moi, je prends le secret des dieux, là. Bon, le Canada est actuellement pas en position de force, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mes collègues l'ont dit, qu'on attend les élections mi-mandat, qu'on espère que les élections mi-mandat vont sinon castrer Trump pour lui enlever une partie de son pouvoir, en fait, d'intimidation à l'égard du Canada. Mais c'est un moment très, très crucial où je pense qu'on essaie de gagner du temps. Mais moi, ce que je constate, là, c'est qu'il a juste cédé. Est-ce que vous en avez un dossier où il s'est tenu debout, puis vous en trouvez un? Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Émilie, et ça répond en partie à la question que Christian pose, c'est que
lui, il fait une pierre deux coups. Il le pense profondément, mais en même temps, ça enlève un irritant. Là. Louise Blair, puis ça, les Américains s'en cachaient pas. Là. Cette augmentation-là faisait grincer des dents à ces géants-là qui, comme vous avez dit, José, sont à 1 centimètre du pouvoir à la Maison-Blanche. Alors justement, vous en parlez depuis tout à l'heure. Philippe J. Fournier, bonsoir. C'est votre moment. Patrice. C'est votre moment. Un sondage léger. Bon Dieu! C'est le meilleur sondage pour Carney depuis le début de l'ère des sondages, là. C'est exact. Et ça faisait très longtemps qu'on avait vu un 50 % au niveau fédéral. Et en fait, j'ai regardé dans les archives. Il faut retourner à 2016 pour trouver un vieux sondage pendant que Justin Trudeau était dans sa propre lune de miel. Et ce qui est intéressant, Patrice, avec ce sondage, c'est aussi le contexte. Depuis quelques semaines, on voit une certaine érosion du vote libéral chez d'autres firmes au profit du NPD. Et là, Léger, qui publie son nouveau sondage, ne voit pas du tout ça. Non seulement le NPD ne grimpe pas, mais les libéraux, eux, ont grimpé à 50 % au niveau fédéral. Regardez les conservateurs, 34 %. Ça, c'est présentement le consensus chez les sondeurs au Canada. Les troupes de Pierre Poilievre sont autour de 32 à 35 % en moyenne. Québec, on va voir les chiffres. C'est pareil pour les 50 % au Québec, c'est quand même pas banal, là. C'est pas banal du tout. En fait, on se rappelle qu'il y a un an, Mark Carney et les libéraux avaient obtenu 43 % du vote au Québec. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu de terrain. Il en a même gagné par rapport aux élections de l'an dernier. 50 % au Québec. Le Bloc québécois est stable à 26, mais regardez les conservateurs qui auraient perdu 7 points par rapport à l'élection de l'an dernier. Ça, c'est juste au Québec. Et donc, ça fait beaucoup de sièges favorables au Parti libéral pour M. Carney. Je crois qu'avec ces chiffres-là, M. Carney n'aurait pas peur de faire face à l'électorat si une élection devait avoir lieu. Oui. En Alberta, remarquez, bémol, parce qu'en Alberta, les libéraux avaient monté beaucoup, selon tous les sondages. Là, il y a une descente et les conservateurs ont pris, selon ce sondage-là, du poids de la bête, là, en Alberta. Exactement. On regarde en Alberta, vous voyez le 60 %. 36 %, c'est quand même un excellent résultat pour les libéraux, mais en effet, c'est une glissade de 5 points par rapport au mois précédent. On rappelle, en Alberta, les libéraux avaient obtenu 28 %, ce qui était le meilleur score pour le PLC dans cette province depuis 1968. Alors, évidemment, c'est une baisse, mais c'est quand même un bon résultat pour Mark Carney dans la province de Daniel Smith. Donc, nos trois panélistes l'ont souligné, l'approbation du travail. Il y a beaucoup de gens qui disent on attend de voir le concret, effectivement, parce qu'il met la barre haute et tout ça. Les gens lui font confiance. L'approbation du travail est encore plus haut que son seuil de vote, là. Exactement. Donc, 56 % des gens approuvent de la performance de Mark Carney selon le sondage Léger. Et encore une fois, ça, c'est dans la moyenne des sondages. 34 % qui désapprouvent. Donc, c'est un taux net de plus 22. Et lorsqu'on fait le découpage par province, par groupe démographique, Patrice, on remarque que M. Carney est dans le terrain positif partout au pays, sauf en Alberta. Positif chez les hommes, positif chez les femmes, dans chaque tranche d'âge. Et donc, il surfe sur une vague présentement et ça lui donne un certain capital politique. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ces chiffres-là sont fabuleux. Oui, exactement. On ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que qui dit zénith dit descente un jour, on verra. Mais très bien. Merci. Merci, Philippe J. Toujours apprécié, toujours clair. Dernier sondage léger, donc résumé par Philippe J. Fournier. Et c'est pas parce que Poilievre ne sait pas. Regardez en chambre, je vous présente José-Émilie Christian. Il y a eu un duel aujourd'hui entre Carney et Poilievre en chambre sur la question de l'économie. Puis Poilievre, il y a des arguments. Le Canada est en récession technique. Regardez, écoutez. Le Canada est le seul pays dans le G20 qui est en récession. Donc, ça veut dire que les Canadiens sautent des repas, qu'il y a 112 000 qui ont perdu leur emploi, qu'on a le deuxième pire taux de chômage parmi le G7. Donc, est-ce que le premier ministre peut se lever pour répondre à une question très simple? Est-ce que nous sommes dans une récession ou juste une récession technique? Monsieur le Président, il faut encore corriger le record officiel du Parlement. J'ai fait plusieurs promesses pendant la campagne électorale. Le premier est de sauver les Canadiens et les Canadiennes des politiques épouvantables de chefs de l'opposition. Deuxièmement, des politiques de ce gouvernement afin de créer une économie plus résiliente. Alors, une économie plus résiliente, mais le chef conservateur, Christian, qui souligne, pour l'instant, là, il y a un moment difficile à passer, là. La réalité est qu'on est en récession.
La réalité a ses droits. Là. M. Poilievre a raison. Cela dit, je regardais le sondage. Là. Moi, je trouve ça fascinant. C'est comme l'amour, en fait. Comme l'amour? C'est comme l'amour, oui. Okay. Parce qu'il y a un côté irrationnel. Il y a un côté fascinant. À quel point les Canadiens et les Québécois, beaucoup, font confiance à M. Carney. Ils les sécurisent, M. Carney. Même s'il ne livre pas totalement la marchandise, c'est pas important. On n'est pas là. Où est-ce qu'on est? C'est qu'on a le goût d'y croire. Parce que moi-même, je peux être comme ça. Je le regarde parler, puis je dis « Ah, il a l'air sérieux. » Sur le plan québécois, moi, je vais trahir mon âge, mais le fait que M. Carney soit très, très populaire au Québec, ça me rappelle l'époque où les Québécois, en fait, au provincial, votaient pour René Lévesque, puis au fédéral, votaient pour Pierre-Éliott Trudeau. Une espèce d'ambivalence très, très profonde des Québécois constants. C'est quand même au Québec où M. Carney est le plus populaire. Là. Je pense que M. Paul Saint-Pierre Plamondon devrait peut-être le noter. Okay. Hein, parce que ça change un peu la chose. Mais moi, le côté... Enfin, là, il est tellement populaire que... Attendez quand le vent va tourner. C'est sûr que le vent va tourner. Ça va être quelque chose quand le vent va tourner, parce que c'est comme exagéré. C'est comme émotif, c'est comme amoureux. Quand on arrête d'être amoureux, on peut devenir très méchant. C'est parfait, l'amour. Émilie et José, la question que ça pose pour M. Poilievre, c'est qu'il essaie d'avoir une emprise... dans le réel. Mais là, lui, il faut presque qu'il attende que l'orage passe, là, Émilie. Bien, je souriais parce que, en fait, je lisais hier, un peu comme tout le monde, c'est quoi les sources de la récession technique en question, c'est quoi les causes, c'est quoi les facteurs. Puis, ce que les analyses nous disent, c'est qu'il y a deux gros facteurs dans les politiques publiques de Mark Carney. Le premier, c'est le frein massif qui vient d'être donné à l'immigration. Ça vient de limiter d'un coup la croissance démographique au Canada. Donc, nécessairement, ça donne un coup à la croissance tout court. Puis, la deuxième chose, c'est les limitations dans les budgets. Le dernier budget du Canada qui a coupé les dépenses du fédéral ou les investissements du fédéral, puisqu'on réalise que dans les dernières années, une grosse partie de la croissance économique au Canada qui était drivée par le gouvernement fédéral. C'est quoi la plateforme politique du Parti conservateur sur l'immigration et sur les dépenses du gouvernement fédéral? Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu à ça. Donc, hier, on avait le droit à un débat sur la Chambre des communes d'un point de vue des politiques publiques entre les conservateurs et les conservateurs light. C'est vraiment ça. Dans ce point de vue-là, on regarde, là, c'est Mark Carney, ce qu'il a fait, c'est conservateur, 50 moins de sodium. OK? Et puis, les deux s'obstinent sur la cause de la récession. Et c'est ça le problème, pour revenir à la question de c'est quoi le problème de Pierre Poilievre, c'est qu'il attaque Mark Carney pour des choses qu'il aurait fait lui-même. Et lorsqu'il essaie de critiquer les politiques du gouvernement, il peine à trouver son emprise parce qu'il n'y a plus une si grosse différence que ça dans leur plateforme. Et c'est pourquoi qu'ils préfèrent souvent encore se battre contre des moulins à vent et nous parler de l'ère de Justin Trudeau, alors que Justin Trudeau, il est parti avec Katy Perry, il n'est plus là. Intéressant. Oui, on le voit de plus en plus, les photos. José, conclusion là-dessus. Là. Sur Oh, pardonnez-moi. Oh, OK. Je suis étouffée, je m'excuse. OK, bien, on va... prenez de l'eau, José, on va revenir. Là, je vais recommencer l'autre sujet. OK. Danielle Smith. On va écouter quelques mots en français. C'est vraiment, elle a fait des tours pour parler français. On écoute. Et merci, Madame la Première ministre Fréchette, pour votre très chaleureux accueil. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter sincèrement Madame Fréchette pour son élection à titre de Première ministre de la belle province du Québec. Je vous fais entendre tout de suite la suite des choses, meilleure collaboration, ça, il va sans dire, il répète ça. Et après, vous allez entendre Mme Smith parler de l'exploitation du gaz naturel. Elle dit aux Québécois, allez-y, on écoute. With the expertise and the regulation, but develop natural gas for your own sake so that you can wean off of American natural gas, so that you can supply yourself, and so that you can be an exporting of jurisdiction to our friends and OK, José, ça va? Oui. Très bien. Désolée. Je vais vous demander d'aller quand même à ce sujet-là, José, sur Mme Smith, qui a dit... D'abord, on a à apprendre du Québec sur l'autonomie, l'accord sur l'immigration signé il y a très longtemps, ça nous inspire, vos revendications nous inspirent. Puis elle a dit en passant, le gaz naturel, là, c'est pas Satan, allez-y donc, et ça tombe bien, parce que Christine Fréchette a ouvert la porte. José, qu'est-ce que vous faites de ce réchauffement quand même assez accéléré, Alberta-Québec?
Bien, il ne m'étonne pas du tout parce que Mme Fréchette, une de ses manières de se distinguer de son prédécesseur depuis qu'elle est première ministre, c'est justement de jouer la carte de la collaboration avec le gouvernement fédéral. Donc, vous savez, on est très loin là, de la troisième voie, on est loin des positions de Bernard Drinville durant la course à la chefferie, etc. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Mais attention, parce que les questions de l'industrie pétrolière et gazière au Québec, c'est loin de faire l'unanimité. On se souvient que même Bernard Drinville s'était fâché très, très fort durant la course à la chefferie contre Mme Fréchette lorsqu'elle a ouvert la possibilité de réétudier une exploitation possible des gaz de schiste. Donc, attention. Sable mouvant, vous dites. Oui, mais de manière assez ironique quand même, je note que nous avons 2 premières ministres qui se disent autonomistes. Bon, Mme Fréchette, je pense qu'elle se dit autonomiste, mais elle ne l'est pas vraiment. Mme Smith, elle l'est. Oui. Mais qui, en même temps, les deux ont forgé rapidement des rapports extrêmement courtois, pour ne pas dire harmonieux, avec le premier ministre Mark Carney. On revient toujours à M. Carney. On revient à ça. Christian, votre amour, l'harmonie. Oui, les deux. L'Alberta en a eu beaucoup. Le Québec en a eu hier. Christian, qu'est-ce que ça vous inspire, cette alliance, ou en tout cas ce rapprochement? Moi, je trouve que j'aimerais que ça aille beaucoup plus loin que ça. Parce que sur le plan historique, il y a des convergences incontestables entre le Québec et l'Alberta. Ce sont les 2 provinces qui sont mal intégrées au sein du Canada. Et on n'a vraiment pas assez joué, les Québécois, cette convergence-là. Madame Fréchette, une de ses caractéristiques, c'est que contrairement à François Legault, qui était très, très focalisé sur le Québec, il ne jouait pas beaucoup la géopolitique canadienne et internationale. Madame Fréchette joue ça énormément, est allée en France, est allée aux États-Unis. Là, maintenant, elle reçoit la première ministre de l'Alberta. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Ça lui donne du prestige, puis ça fait oublier peut-être le bilan de la CAQ sur le plan interne. Et quand Mme Smith envoie un message aux Québécois en disant ben là, le décroché là, de votre image le pur, puis d'intègre, puis nous, on est contre le pétrole sale, vous avez du gaz, ce serait peut-être le temps de l'exploiter un peu. C'est un message qu'il faut peut-être considérer, les Québécois. Il ne suffit pas d'encaisser les chèques de péréquation de l'Alberta, à un moment donné, là, puis de jouer les purs. Il faut être dans le réel. Donc, dans ce sens-là, moi, j'espère que cette rencontre-là, ça ne sera pas juste analysé dans une perspective électorale courte, mais dans une perspective beaucoup plus profonde, historique. On a tout intérêt à s'aligner dans certains dossiers avec l'Alberta. C'est notre intérêt national, si vous permettez. Conclusion, Émilie Nicolas. Bien, je vais juste souligner l'ironie on n'aime pas se faire dire quoi faire par Ottawa, mais apparemment, quand c'est l'Alberta qui le dit, là, ça peut bien passer. Moi, je pense que si Christine Fréchette a comme agenda politique de développer le gaz de schiste, ça serait peut-être une bonne idée pour elle de ne pas se le faire dire en public par la première ministre de l'Alberta. Au contraire, c'est mieux si ça a l'air au moins de venir du Québec par lui-même. Ce jeu-là, je le trouve dangereux. Il y a des gens pour qui l'image de l'Alberta au Québec, c'est pas positif. Puis au contraire, si on est nationaliste, l'idée de penser nos politiques économiques par nous-mêmes, ça devrait résonner avec une partie de la population. Merci à vous 3. On a repris notre souffle. José, vous êtes correct. On a été très en forme. Merci beaucoup. À très bientôt.